Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, je vais vous parler effectivement de transition environnementale en dialyse en essayant d'amener quelques éléments de réflexion et puis d'introduction à l'action. Donc effectivement, moi je suis néphrologue à Paris et je suis actuellement en thèse de sciences sur la transition environnementale en dialyse. Donc c'est un peu le cœur de mon activité et je vais essayer de partager avec vous les quelques trucs que j'ai appris sur ces derniers mois. Pour commencer, parce que des images et des vidéos valent quand même bien mieux que des mots, je voudrais vous montrer une publication récente de la NASA qui explore en fait un petit peu l'évolution du réchauffement climatique depuis le début du siècle par rapport à les températures en l'ère pré-industrielle et donc le réchauffement qu'on a pu observer. Ça dure 30 secondes environ. Sinon, j'ai le lien. On peut aller directement. Donc, chaque cercle concentrique correspond à la température sur une année. Et donc voilà, là vous voyez les années qui défilent et puis les températures moyennes à l'échelle planétaire qui ont été enregistrées au fur et à mesure des années. Et donc le cercle jaune plus 1, c'est quand on aura dépassé plus 1 degré par rapport aux températures pré-industrielles. Voilà, donc c'était... En fait, c'était juste pour introduire le sujet et dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est pas des projections, c'est une réalité qu'on observe sur le terrain, qui est plus à démontrer. Et donc, le GIEC, dans son dernier rapport, a bien illustré tout ça en montrant que, eh bien, depuis le début de l'ère industrielle, l'augmentation des températures de surface à l'échelle planétaire, donc c'est une réalité et depuis le début de l'ère industrielle, on a pris environ 1,1 degré à l'échelle globale et pour la France, on est pratiquement à plus de 2 degrés de réchauffement climatique et ce réchauffement climatique, il est dû à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont issus des activités humaines et donc comme vous le voyez, il y a pratiquement une relation linéaire entre l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation des températures. Et donc depuis le début de l'ère industrielle, on a émis environ 2400 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et donc ce réchauffement, ce réchauffement climatique, il va entraîner un bouleversement des écosystèmes qui va se manifester par exemple par une augmentation des événements extrêmes, que ce soit des canicules, des tempêtes. Ça va aussi entraîner une augmentation du niveau de la mer, ça va entraîner une augmentation des sécheresses, une augmentation de l'acidification de l'océan et tout ça va faire effet boule de neige avec notamment un effondrement de la biodiversité.
Et donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que ce réchauffement climatique, en fait, il est véritablement l'effet des activités anthropiques humaines. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Et donc, ce sont nos activités qui génèrent ce réchauffement climatique. Pourquoi ? Eh bien, parce que nos activités, elles dépendent de la consommation d'énergie fossile, que sont le gaz, le pétrole et le charbon. Et donc, vous voyez cette infographie qui vous montre finalement la répartition de nos émissions en fonction des secteurs d'activité. On émet environ à l'échelle planétaire 50 milliards de tonnes de CO2 annuellement, et donc une très grande partie provient de l'utilisation d'énergie, notamment dans l'industrie, dans les transports et puis dans les bâtiments. Et donc tout ça, c'est l'utilisation de combustibles fossiles. Et il y a une grosse partie aussi, environ un peu moins d'un cinquième, qui est issu de l'agriculture et de la transformation d'usage des sols. Et donc, pourquoi est-ce que nous, en tant que soignants, ça nous intéresse et ça nous interpelle ? Parce qu'on n'est pas uniquement dans une crise d'ordre climatique, on est en fait dans une crise sanitaire, et ça fait déjà une vingtaine d'années que les scientifiques se sont penchés sur cette question-là des relations qui existent entre le changement climatique, les crises écologiques et la santé. Et donc aujourd'hui, ce réchauffement climatique, il est considéré comme étant une des plus importantes menaces qui pèsent sur la santé publique et la santé des populations. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour différentes raisons. Déjà parce que ce réchauffement climatique, il va avoir des conséquences directes, que ce soit par exemple les canicules, les chaleurs extrêmes, l'augmentation de température, mais il va aussi avoir des effets sur les déterminants indirects de santé. Tout d'abord, des déterminants naturels comme la qualité de l'air, la dégradation de la qualité de l'air, de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau, de la capacité à produire une alimentation et à subvenir aux besoins de la population en termes alimentaires, et puis aussi la perturbation de toute l'écologie et de la distribution des maladies infectieuses. Et puis, il va y avoir aussi tout un effet sur des déterminants socio-économiques de santé, et notamment sur des questions de déstabilisation géopolitique de certains États, ou même de la mise en péril de la continuité des soins. Et tout ça, en fait, ça va entraîner une augmentation de la morbimortalité à l'échelle mondiale sur tout un tas de pathologies, que ce soit des pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, infectieuses, des maladies mentales, des maladies directement liées à la chaleur. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, on est dans un espèce de cercle vicieux, puisque le secteur de la santé, de par la façon dont il est construit aujourd'hui et donc sa dépendance aux énergies fossiles et sa consommation très importante de ressources, eh bien, il va exercer une pression importante sur l'environnement et participer indirectement de l'aggravation de cette crise écologique. Et donc là, vous avez un article qui est paru en 2020 dans le Lancet Planetary Health qui avait pour vocation d'évaluer l'empreinte globale du système de santé. Et donc, on est à pratiquement 2,4 gigatonnes de CO2, c'est-à-dire 4% des émissions mondiales attribuables au secteur de la santé. On est aussi sur des consommations très importantes d'eau, pratiquement 2% des ressources globales, et puis des émissions de polluants, notamment atmosphériques. Plus proche de nous, il y a une évaluation récente qui a été publiée par le Shift Project, qui est un think tank qui réfléchit sur les questions de décarbonation du secteur de la santé. Ils ont évalué à 49 millions de tonnes de CO2 les émissions liées au secteur de la santé, c'est-à-dire à peu près 8% de l'empreinte nationale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 85% de ces émissions, ce sont des émissions indirectes, c'est-à-dire qui ne sont pas émises sur le lieu même où est réalisé le soin, notamment par exemple en raison des émissions liées au combustible de chauffage, etc. Mais ce sont des émissions qui proviennent en fait de toute la chaîne d'approvisionnement qu'il y a en amont, de tous les produits dont on a besoin pour faire du soin. Et ça se reflète très bien dans le fait que la moitié des émissions, c'est-à-dire le poste le plus important, eh bien, c'est l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux. Et donc, ça donne un petit peu une idée des challenges qui nous attendent pour essayer un petit peu de verdir la façon dont on fait du soin, si j'ose dire. Et donc, voilà, je pense qu'on est aujourd'hui vraiment dans un changement de paradigme où en fait le primum non nocere devient un espèce de paradoxe de la médecine moderne, et qu'on est à un moment où il faut absolument reconsidérer cette maxime à l'aune des nouveaux défis et des contraintes écologiques qui sont aujourd'hui les nôtres. Alors,
quand on est en dialyse et en néphrologie en particulier, on est encore plus au cœur de ce paradoxe, puisque, eh bien, comme je vais vous le montrer, le réchauffement climatique a un effet négatif important sur les maladies rénales, et donc une fois que les patients se retrouvent en insuffisance rénale terminale, généralement, on vient de voir qu'il est possible de faire autrement, ils sont dialysés, et je vais vous montrer qu'effectivement les techniques de suppléance en dialyse, elles sont responsables aussi d'un impact environnemental assez important qui lui-même va participer de la dégradation de l'environnement. Donc on est dans cette espèce de cercle vicieux qui n'est pas une fatalité. La question, c'est juste comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on passe de quelque chose d'un cercle plutôt vicieux à quelque chose qui soit au moins pas vertueux, mais qui soit dans la neutralité et qui prennent en compte ce genre de problématiques. Rapidement, par quel mécanisme le réchauffement climatique, le dérèglement climatique va avoir un effet sur les maladies rénales? Eh bien, en fait, l'ensemble des spectres de maladies rénales se trouve à un moment ou à un autre confronté aux effets des changements climatiques, que ce soit par exemple par l'augmentation des températures extrêmes, par l'augmentation des événements climatiques extrêmes qui vont aussi perturber certaines maladies infectieuses, notamment les maladies diarrhéiques qui ont des conséquences importantes sur les insuffisances rénales aiguës. Et donc tout ça va faire, il y a les maladies lithiasiques aussi qui se trouvent impactées. Et donc on va se retrouver avec une augmentation de l'incidence à la fois de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Et à l'autre bout du spectre, eh bien, en fait, ces malades-là qui sont déjà dépendants de la dialyse, ils sont particulièrement vulnérables et fragile au regard de ce risque climatique, puisqu'il y a un vrai risque d'interruption des soins en conditions d'événements météorologiques extrêmes. Ça a été déjà beaucoup vu aux États-Unis lors de la tempête Katrina, par exemple, et donc il y a un surplus de fragilité, de risque pour ces patients-là. Et donc, à l'autre bout, eh bien, il y a de cette relation bidirectionnelle, il y a l'empreinte de la dialyse, et ça va être un peu le cœur de mon propos, en sachant que cette empreinte, on peut la diviser en plusieurs catégories. Donc, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation d'énergie, la production de déchets, et l'utilisation des ressources en eau. Et donc, ce qui est important, c'est que, eh bien, si on ne prend pas en compte ces questions, eh bien, fatalement, l'empreinte de la dialyse à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale, elle sera amenée à augmenter, puisque, en fait, le pool de malades rénales chroniques est amené à augmenter, et donc, avec lui, le pool de malades dialysés, et on prévoit 5 millions de dialysés en 2030 à travers le monde, dont 90% en hémodialyse, qui reste la modalité principale de suppléance dans ces cas-là. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelle est l'étendue de cette empreinte environnementale. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ça fait plus d'une dizaine d'années environ que la littérature scientifique commence à s'intéresser à cette question. Et donc, les études qu'on a, elles datent de 2008, la plus récente ayant été publiée en 2020, avec essentiellement des études issues des pays développés comme la France. Et donc, on est entre 7 et 10 tonnes de CO2 émis pour la prise en charge d'un patient hémodialysé sur une année. Pour vous donner une idée, les émissions moyennes d'un Français, elles sont de 9 tonnes de CO2 par habitant en France, ce qui correspond à peu près aux émissions de 9 allers-retours Paris-New York. Et donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, les postes d'émission, la répartition de ces postes d'émission, elle est à peu près conservée. Et sur les principaux postes, eh bien, on a, comme je vous ai montré dans le cas du secteur de la santé, c'est quelque chose qu'on retrouve ici, c'est les achats de biens et services. Et ça nous paraît un peu logique au vu de tous les dispositifs médicaux, notamment à usage unique, auxquels on a recours en dialyse. Il y a effectivement les transports des personnels et des patients. Et ça aussi, ça paraît plutôt intuitif au vu de la fréquence à laquelle les patients viennent et les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Et puis, en fonction des études et des méthodologies, on se retrouve avec soit les déchets, soit la consommation d'énergie pour l'électricité et le chauffage. Ces données, elles sont intéressantes, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une variabilité des données en fonction des pays. La méthodologie, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais il y a des limites, notamment sur les questions des facteurs d'émission qui sont utilisés. Et puis, on n'a pas de données françaises, donc c'est très difficile de raisonner sur des modèles de santé qui peuvent être différents, des pays qui ont en fait
qui ont comment dire, des apports et des systèmes industriels et économiques qui ne sont pas totalement superposables. Et donc la question, c'est de dire, si on veut agir ici en France sur des données qui soient contemporaines, qui soient locales, eh bien en fait, on a besoin de produire cette donnée-là. On a commencé à faire ce travail sur un projet pilote en 2021 avec le centre Charles de Gaulle de l'association Arctique 42 qui est en Loire. Et on retrouve des données qui sont à peu près superposables à celles de la littérature, même s'il y a certaines spécificités françaises. Et donc, c'est un centre qui a fait 25 000 séances sur l'année de centre lourd, ce qui correspond à peu près à 162 patients. Et donc, sur les émissions globales, on était à peu près 1500 tonnes de CO2, ce qui représente 9 tonnes de CO2 par patient dialysé et par an. Donc, on retombe un petit peu sur ce chiffre-là. 57 kg de CO2 par séance, ça correspond à peu près à 2 kilos de viande bovine en termes de consommation. Et donc, sur la répartition de ces postes d'émission, on avait un bon tiers sur l'achat de produits et services. Donc là-dedans, vous retrouvez tous les consommables de dialyse qui représentent une grosse partie, les dispositifs médicaux notamment, un petit peu les médicaments. Il y a toute la partie déplacement qui représente un quart des émissions et puis 20% pour ce qu'on appelle les immobilisations, c'est-à-dire les bâtiments. Et puis les gros équipements médicaux qui sont propres aussi de la dialyse avec les générateurs et les traitements d'eau. Et donc ce que vous voyez, c'est que l'énergie et les déchets, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, ça représente une très petite partie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais sur le spectre émissions de gaz à effet de serre, c'est pas un gros poste de production des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'idée, c'est de partir de cette expérience pilote et puis d'essayer de pouvoir, non pas la généraliser, mais en tout cas de la multiplier dans plusieurs centres. Et Santélis les centres de dialyse de Santélis, les UAD, les UDM, font partie, en fait, une partie d'entre eux ont intégré notre projet d'évaluation de l'empreinte carbone de la dialyse en France dans le cadre de la thèse que je mène. L'autre élément important, et qui parle en fait aux gens, c'est la consommation d'énergie. Et donc dans cet article français, ils ont réussi à évaluer à environ 16 kWh la consommation d'électricité pour une session de dialyse. Et si on essaye de faire la multiplication pour avoir la consommation électrique annuelle par patient hémodialysé. On est à pratiquement 2500 kWh annuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, la consommation électrique moyenne annuelle par foyer en France, elle est environ de 5000 kWh. Donc on est pratiquement de l'ordre du double pour un patient versus un foyer. Et donc si on devait évaluer à quoi ça correspond en termes de consommation électrique pour l'ensemble des patients hémodialysés en France, on est sur un peu plus on est sur à peu près 120 millions de kilowattheures. Et donc ça, c'est à peu près la consommation électrique annuelle de 15 tours Eiffel. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses dans leur cadre et de remettre des ordres de grandeur dans notre activité. Et c'est une façon de voir notre activité qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évaluer. L'autre chose, c'est la production de déchets. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord et c'est un peu intuitif quand on est au lit des patients, au lit des malades tous les jours. C'est qu'il y a une quantité de déchets astronomique qui est produite, notamment en raison de l'importance de l'usage unique. Et donc ça, c'est un article très intéressant que je vous invite à lire, qui a été publié par une équipe italienne, qui date un peu, mais bon, les grandes observations et les grandes conclusions restent quand même les mêmes. C'est qu'on est à environ... la majorité des déchets, ça ne passe pas très bien, je suis désolée, mais c'est au moment du branchement et du débranchement, et que, comme vous le voyez, c'est essentiellement, en fait, beaucoup de déchets plastiques et finalement très peu de dasseries. Et donc là, ils ont fait un espèce d'audit de tous les déchets qu'ils ont produits. Et donc vous voyez finalement, eh bien, assez peu de déchets recyclables. Et quand ils s'intéressent... Ça veut plus. Et quand ils s'intéressent à l'analyse en fait de la quantité de plastique produit, eh ben on est à pratiquement 400 grammes de plastique produit pour une séance, dont 3/4 sont du plastique
non recyclables. Et donc, ce qu'ils ont essayé de mettre en évidence dans cette étude, c'est de savoir, eh bien, finalement, en fonction de la façon dont on trie ces déchets, on peut eh bien, réduire de pratiquement 7 kilos de déchets par séance quand on est dans une optique de ce qui s'appelle careless max, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas attention, on ne trie pas, on n'essaie pas d'optimiser, de vider les poches qui ne sont pas encore complètement vides, etc. On met tout dans la même poubelle. On a pratiquement 7 kilos de déchets par patient. Et si on est dans une optique careful optimale, où on est vraiment dans une optique de tri extrêmement importante, on fait très attention à ce qu'on met en dasserie ou à ce qu'on ne met pas, on essaye de vider les liquides au maximum avant de jeter les déchets, et ben on se retrouve à 1,2 kg de déchets produits. Et donc, ce qui montre, c'est qu'avec du personnel qui a l'habitude de faire ce genre de tri, on peut passer de 7 à 1,2 kg. Avec la procédure de tri prend à peine un peu plus d'une minute. Et donc, si on considère qu'on est dans une approche careful optimale en France, on est quand même à près de 200 kilos de déchets par patient et par an, en sachant que la production annuelle, par exemple, de déchets ménagers pour le foyer français, c'est 350 kilos. Et donc, on est à près de 8 tonnes si on extrapole à l'ensemble des dialysés en France. Et donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, c'est le poids de 1500 éléphants mâles adultes. Et il y a aussi un enjeu économique derrière, puisque le traitement et la valorisation des déchets, et notamment des dasseries, eh bien, c'est un surcoût qui est extrêmement important. La dialyse, enfin, elle pose aussi la question de l'eau. Je pense que j'apprends rien à personne dans cette salle. Si on veut revenir un peu sur les ordres d'idées, on est à peu près à entre 300 et 500 litres d'eau par séance en fonction des paramètres, des traitements d'eau, etc. Et donc, ça représente à peu près 80 mètres cubes par patient et par an, en sachant qu'il y a une partie non négligeable, là encore, en fonction des traitements d'eau, qui est rejetée à l'égout après le traitement, et qu'il est sous forme de concentrat et pas d'effluent de dialyse. Pour vous donner une idée, la consommation annuelle d'eau potable d'un Français, c'est environ 55 mètres cubes. Et donc, pour refaire cet exercice d'ordre de grandeur, on est à peu près à 4 millions de mètres cubes de consommation annuelle pour l'hémodialyse en France, ce qui représente environ 1500 piscines olympiques et la consommation d'un demi-million de personnes en Afrique subsaharienne. Sur des consommations réelles, donc ils sont eux à environ 20 litres par jour et par personne, alors qu'en France on est à peu près à 150 litres par jour et par personne. Donc voilà, c'est juste pour redonner un ordre d'idée de cet impact environnemental, pour replacer les choses dans le contexte. Et en fait, l'enjeu principal dont moi je vais essayer de vous parler ici, c'est essentiellement l'eau qui est issue de la boucle d'osmose inverse, qui part directement aujourd'hui dans la plupart des centres aux égouts. Et en fait, il y a une étude qui a été réalisée en 2015 où ils ont analysé ces rejets, cette eau de rejet de l'osmoseur. Et en fait, ça passe pas très bien, mais en tout cas, là, c'est les caractéristiques ici de leur premier traitement d'eau, ici de leur deuxième traitement d'eau. Et là, c'est les recommandations et les normes pour considérer de l'eau comme étant potable. Et en fait, les eaux issues du traitement d'eau et de l'osmose, elles cochent toutes les cases. Donc techniquement, officiellement, ça pourrait être de l'eau considérée comme potable. Après, pour des raisons réglementaires et de sécurité sanitaire, et notamment en vue du principe de précaution, ça ne l'est pas, mais techniquement, ça pourrait l'être. C'est juste pour essayer de donner une idée de la qualité de cette eau. Et donc, en fait, le constat, il est là. Comment on fait mieux et en faisant moins? Eh bien, en fait, je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes les solutions qui pourraient être mises en place, parce que ça dépend vraiment des spécificités de chacune des structures, des équipes sur place, des patients, etc. Si on est sur une grosse structure qui fait du centre lourd, si on est plutôt sur de l'UAD, de l'UDM, si on est en milieu urbain, si on est en milieu rural. Donc vraiment, un catalogue ne serait pas utile. Les seules choses que je voudrais mettre en exergue, c'est que effectivement, les solutions, il y en a beaucoup, et que ce soit sur la consommation de déchets, que ce soit sur la consommation d'eau, sur la production de déchets, ou sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, énergie, pollution. Et l'autre chose, c'est que en fait, c'est un gros chantier, et donc ça nécessite une transformation en profondeur de nos habitudes et de nos pratiques. Et donc c'est pas du ressort d'un seul acteur de toute la chaîne de soins. Et donc ça nécessite d'engager chacun à son
son échelle. Et donc, que ce soit le personnel des centres de dialyse qui sont au plus proche des patients, les prescripteurs et les infirmiers qui sont au lit du patient, mais également les industriels sans lesquels on ne pourra pas faire grand-chose, puisque en fait, in fine, c'est eux qui sont tout en amont de la chaîne de production de tout ce matériel dont on dépend. Et puis, évidemment, tout ce qui est chaîne de distribution, législateur, et puis tout ce qui relève de la gouvernance. Et donc, je vais y arriver. Si c'est des questions qui vous intéressent et si jamais vous avez besoin justement d'aller avoir des choses qui sont un petit peu plus pratico-pratiques que je n'ai pas présentées aujourd'hui, le groupe vert de la SFNDT a publié son guide de bonne pratique de la dialyse verte, et donc il regarde poste d'émissions et catégorie par catégorie d'impact, quelles sont les mesures que l'on peut mettre en place. Et donc, juste pour vous donner une idée, sur le bilan carbone, comme je vous ai montré, l'idée, c'est d'agir sur les postes d'émission. Donc, les dispositifs médicaux, les médicaments, que ce soit avec les industriels sur la production, mais aussi sur les volumes consommés, tout ce qui relève du transport, et puis notamment des sources d'énergie, notamment du chauffage. Sur l'énergie, il s'agit toujours de réduire la consommation, de passer sur de l'énergie bas carbone quand on n'est pas, et d'optimiser les bâtiments pour être sur des bâtiments de haute qualité environnementale. Sur les déchets, il y a évidemment tout le spectre de réduire, trier, réutiliser et enfin recycler. C'est une évidence, mais je le rappelle, le meilleur déchet, c'est celui in fine qu'on ne produit pas. Et sur la question de l'eau, il y a la question de la réduction, avec aujourd'hui aussi évidemment le réusage, la réduction grâce aux nouveaux équipements, mais aussi toute la question des débits de dialysa qui n'est pas encore tout à fait tranchée, la notion de la réutilisation, et puis évidemment du recyclage. Je vais y arriver. Et donc, en fait, quand on a une stratégie d'équipe, globalement, ça marche. Et donc ça, c'est un article qui a été publié par Bendine en 2020 sur une expérience française. Et donc, ils ont justement, dans l'ensemble de leur centre NephroCare, ils ont mis en place des mesures, que ce soit d'action sur la réduction des consommations d'électricité, d'eau ou la réduction des déchets. Et donc, ils ont effectivement vu entre 2005 et 2018 une diminution significative de leur consommation d'électricité par séance, de leur consommation d'eau également, et puis de la production de déchets. Donc voilà, en fait, quand il y a une stratégie volontariste qui engage et qui embarque tout le monde, il y a moyen de faire des choses. Et ça, c'était moyennant des investissements pas forcément énormes initialement. Et donc là, pour finir, je vais juste vous montrer quelques éléments qui me paraissent intéressants pour la suite, qui ne sont pas encore de l'ordre du soin courant, qui sont des possibilités pour le futur, mais qui présentent un potentiel assez important. Le premier, en fait, c'est de développer l'économie circulaire et l'éco-conception, et plutôt que d'être dans un modèle linéaire où, en fait, on extrait, on produit, on utilise, on jette, d'être dans quelque chose qui soit de l'ordre de la circularité, et que donc, en fait, nos déchets soient valorisés et soient considérés comme de potentielles matières premières. Et donc, c'est ce qu'on voit là, c'est que ce soit le fait qu'il y ait, en fait, des matières premières qui soient de l'ordre de la ressource fossile ou qui soit de l'ordre de la ressource plutôt du biomatériau, et bien en fait il y a la possibilité, en mettant en place des chaînes de valorisation, de réutiliser ces déchets-là et de les réintroduire, et en fait de les réintroduire dans la boucle de production. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà, puisque déjà sur le marché, il y a des masques, des dialyseurs, des sachets, des contenants pour les différents fluides qu'on utilise, qui sont faits à base de matériaux recyclés. L'autre question, c'est évidemment celle du réusage des membranes, qui est aujourd'hui interdite en France et en Europe, mais qui est encore utilisée dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Et il y a un vrai débat autour de la pertinence écologique du réusage des membranes. Ça, c'est une question qui n'est pas encore tranchée et qui relève de la recherche. L'autre chose, c'est que on peut réutiliser aussi et recycler ces membranes en dehors du soin en dialyse. Et donc ça, c'est une start-up israélienne qui récupère les membranes, qui les stérilise, qui les reconditionne pour en faire des filtres à eau qui sont envoyés
dans des pays d'Afrique subsaharienne pour rendre de l'eau non potable complètement potable. Et grâce à ça, en fait, ils ont réussi à sortir certaines communautés d'une vraie crise de l'eau dans des conditions de sécheresse. L'autre chose, c'est de valoriser en fait les déchets. Et donc, il y a Cosmolis, que vous connaissez, qui mène actuellement une expérimentation pour justement revaloriser les dasseries et donc expérimenter une unité de tri post-désinfection avec valorisation des matières. Et donc, le principe, c'est que cette unité de tri, elle est capable de justement séparer les différents matériaux qui constituent les déchets. Et puis ensuite, il y a une valorisation d'un certain plastique qui est le polypropylène. Et ils ont pour pour ambition de traiter comme ça 5000 tonnes de déchets issus de la désinfection de dasserie et d'en valoriser 70%, ce qui est 3500 tonnes. Et donc, si ça marche, il y a la possibilité vraiment là d'être dans une politique d'économie circulaire qui est extrêmement vertueuse. L'autre chose, c'est la question du réusage de l'eau et notamment, comme je vous disais, cette eau qui est issue du traitement par osmose inverse qui est de très bonne qualité, qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, va à l'égout. Et donc, la possibilité, c'est de stocker cette eau-là pour la réutiliser dans certains usages, pas tous, puisque le réusage est également réglementé. Et donc, il y a déjà des établissements, dont par exemple la clinique Saint-Exupéry à Toulouse, qui ont mis en place ces modalités de réusage, je vais y arriver. Et donc, par exemple, eux, en mettant en place un système de récupération des eaux de rejet avec des canalisations parallèles, ils ont à peu près réutilisé près de 1800 mètres cubes d'eau grise par an, donc ce qui représente 20% de leur consommation, et moyennant aussi des économies d'argent extrêmement importantes. L'autre possibilité, c'est de retraiter cette eau-là selon un procédé qu'on appelle l'électrodialyse pour pouvoir la réutiliser dans des usages plus réglementés, plus spécifiques, comme la stérilisation ou l'agriculture, par exemple. Et donc ça, c'est un projet de recherche qu'on est en train de mener dans le cadre de la thèse, avec la possibilité de réaliser des expérimentations en vie réelle. Et là encore, Santélis est partenaire, puisqu'on a reçu un financement qui va permettre de déployer nos prototypes et de passer à l'échelle au sein de centres de dialyse partenaires Santélis. Voilà. Et donc, pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion, c'est d'interroger, et ce sera une de mes dernières diapos, la place de la low-tech comme étant la définition d'une technologie qui répond qui répond de manière spécifique aux besoins qui sont les nôtres et où il n'y a pas de superflu, entre guillemets, potentiellement de technologie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer, qui est mené par une association du Dr Mann où l'idée c'est de revenir aux anciennes machines de dialyse avec une consommation extrêmement basse d'eau puisqu'on est en circuit fermé, environ 70 litres, et puis d'être dans un contexte où on est quand même avec pour vocation de garantir la sécurité des patients. Et donc l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, a travaillé sur comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un prototype en incluant tout un ensemble en respectant tout un cahier des charges. Et juste pour vous dire que finalement, l'écologie, c'est aussi économique, puisque ça a été évalué au niveau du NHS. Il y a la possibilité de faire plusieurs millions d'économies en termes financiers, puisqu'il y a des mesures faciles qui ne nécessitent pas d'investissements initiaux, et puis il y a des mesures certainement plus lourdes, mais sur lesquelles on va avoir un retour d'investissement assez rapide. Donc le frein financier initial ne doit pas être une barrière totale. Voilà. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque je me suis concentrée vraiment sur la partie hémodialyse, mais en fait, on peut avoir tout un ensemble d'actions en amont, puisque, en fait, évidemment, il y a la gestion des déchets, la gestion de la prescription de dialyse, mais en fait, en amont, il y a tout le soin avant d'arriver en dialyse qui permet d'éviter, en fait, que ces patients-là n'arrivent en dialyse, tout ce qui relève de la prévention de la maladie rénale, et puis, évidemment, la gestion des déterminants environnementaux de santé qui ont un lien extrêmement étroit avec la maladie rénale, que ce soit, comme je vous ai montré, le réchauffement climatique, la pollution de l'air, l'alimentation. Et donc, finalement, si on veut le revoir d'une manière différente, on est là où on est
sur des actions qui visent à diminuer l'impact de la dialyse. Mais en fait, si on remonte tout en amont, eh bien, il y a tout un ensemble d'actions que l'on peut faire lorsque les patients ne sont pas encore en insuffisance rénale chronique terminale, qui permet justement d'avoir des effets beaucoup plus importants sur la réduction de l'impact environnemental et avec une action sur une population qui est beaucoup plus large. Donc voilà, en conclusion et pour finir, les impacts sanitaires du changement climatique, c'est une menace de santé publique majeure, notamment avec une morbimortalité importante chez nos patients insuffisants rénaux chroniques qui sont extrêmement fragiles et vulnérables. La dialyse, c'est une modalité de soins avec un impact environnemental majeur, mais on n'est pas dans une fatalité. Cet impact environnemental, à partir du moment où on intègre ces questions et ces enjeux, elle peut être réduite avec un engagement et des investissements de la part de l'ensemble des acteurs. Mais voilà, il reste beaucoup à faire, à la fois en termes de sensibilisation et de recherche, puisqu'il nous manque quand même pas mal de données. Et donc je voudrais finir avec ce titre d'un article qui a été publié. La dialyse verte, entre guillemets, est-ce que c'est un effet de mode ou une nécessité? J'espère vous avoir convaincu de l'un et pas de l'autre. Et donc, je vous laisse avec cette citation de Julia Steinberg, qui est une des principales autrices du rapport du GIEC. Et je ne l'ai pas dit, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est la principale instance qui fait référence en matière de réchauffement climatique. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, c'était passionnant. On n'a pas toujours l'habitude d'avoir accès à toutes ces informations, donc je vous remercie. Est-ce que vous pensez que on peut y arriver du bas vers le haut, à savoir des initiatives avec des travaux scientifiques qui sont effectivement un peu au début, tels que la vôtre, ou est-ce que, à votre avis, il faut essayer d'impliquer un niveau, je dirais même étatique, parce qu'on a l'impression qu'en fait, il y a énormément de bonne volonté, mais s'il n'y a pas une direction également qui vient d'en haut, on n'est pas sûr qu'on puisse améliorer les choses. Mon sentiment, c'est que ça a besoin d'être quelque chose de coordonné, c'est-à-dire que les initiatives sur le terrain, elles sont nécessaires, elles sont essentielles, parce que finalement, c'est vraiment ça qui fait que les acteurs s'emparent du sujet et que vraiment, in fine, en fait, c'est eux qui vont être à la fin les opérateurs finaux, mais qu'aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, il y a encore beaucoup trop de barrières et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas finalement de ces acteurs, et même avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arrive pas. Et ces questions-là, c'est par exemple les questions des politiques d'achat et de production des dispositifs médicaux et des médicaments, la question aussi de la législation sur la durée de vie de certains équipements. Il y a aussi une vraie question sur finalement le financement aussi. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des bonus entre guillemets aux gens qui sont vertueux sur ces questions-là? Et ça, c'est extrêmement important. Mais moi, je le vois aussi dans les centres où je travaille, ça ne marche sur lesquels on est en train de faire le bilan carbone, ça ne marche que quand il y a une volonté forte de la direction, et j'entends sur le plan de la structure, et que les équipes, elles ont été sensibilisées et qu'elles ont envie d'y aller. Et donc j'ai des exemples où ça marche vraiment, j'ai des exemples où c'est beaucoup plus difficile parce que en fait, il n'y a pas eu de sensibilisation du terrain, où des fois les gens sont sensibilisés, mais en fait ils se heurtent à des blocages parce qu'on ne leur donne pas les ressources nécessaires, que ce soit en termes de temps, ne serait-ce que pour pouvoir consacrer un petit peu de temps à ces questions-là. Et puis, effectivement, après, il y a toute la question encore plus en amont d'un rapport de force avec les industriels que sur le terrain, les acteurs ne peuvent pas véritablement porter. Donc, c'est aux institutions de s'engager sur ces questions-là. La législation, comme je disais, c'est aussi hyper important. Donc, voilà, vraiment, pour moi, c'est une convergence. C'est une convergence de volonté et d'objectifs communs partagés, mais on ne pourra pas faire l'un sans l'autre. Oui, une question pour Dr Al-Badawi. Merci infiniment pour votre présentation. La deuxième partie a montré que le pire n'est pas certain et il y a des solutions pragmatiques. J'ai pas vu est-ce que le transport
Est-ce qu'il a été inclus dans les calculs? Ma première question, parce qu'effectivement, il peut y avoir la promotion de dialyse à domicile, notamment dans les EHPAD, chose qu'on n'a pas évolué énormément. Et est-ce que vous croyez un jour on va retourner vers les dialyseurs cellulosiques à une performance, enfin, je veux dire, j'imagine qu'ils sont un peu plus naturels, voilà. Alors, sur le transport, à l'échelle du système de santé, ça représente quand même... sur les transports des usagers et des visiteurs, on est sur 10% des émissions. Et sur la dialyse, on est sur 20%. Sur le travail que nous, on a fait, c'est 25% les déplacements. Et là-dedans, la grosse majorité, c'est les déplacements des patients. Là, sur le centre Charles de Gaulle, les patients habitaient à en moyenne 20 km du centre. Donc oui, il y a un vrai enjeu. Alors, sur la dialyse à domicile, mais aussi sur une politique en fait, de proximité des centres de dialyse. Et par contre, là, se pose la question parce qu'on dit ok, on va rapprocher le centre de dialyse, mais en fait ça veut dire qu'il faut multiplier les structures et qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par la construction, la multiplication des bâtiments, le chauffage de ces bâtiments, etc. La vraie question c'est est-ce qu'on intègre ces problématiques-là dès le début, dès la conception? Et donc on se dit on va être dans certes la construction d'une nouvelle structure, mais que même la construction de la structure, elle intègre ces questionnements-là. Et donc on est sur des bâtiments de haute qualité environnementale avec des matériaux qui sont peu émissifs, qui sur leur durée de vie vont pas nécessiter de chauffage parce qu'en fait ce sera des bâtiments passifs par exemple comme un des nouveaux bâtiments de l'article 42 à très faible consommation d'énergie lors de leur usage. Et donc à ce moment-là, probablement que ce qu'on gagne en termes de transport en ayant rapproché sur une certaine durée de vie, on arrive à compenser les émissions qui ont été générées par la mise en place d'une nouvelle structure. Mais encore une fois, ça marche que si on est vraiment dans une démarche globale et que c'est pensé dès le début et pas qu'on arrive à la fin, on se dit oui c'est vrai, on va mettre 3 poubelles de tri, on sera content et on aura la conscience tranquille. Je caricature, mais vraiment c'est ça. Sur la question de l'eau aussi, dès la conception, en fait, il faut penser comment est-ce qu'on fait pour recycler. Parce que oui, aujourd'hui les traitements d'eau sont beaucoup plus performants qu'il y a 20 ans, bien sûr, mais il y a quand même encore du rejet. Et donc la question, c'est on l'a bien vu, la ressource en eau devient de plus en plus rare. Il y a des gens même qui parlent de guerre de l'eau. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'on n'est pas les plus gros consommateurs, qu'il y a d'autres secteurs, mais en fait, à notre échelle, comment est-ce qu'on peut localement optimiser le réusage? Et sur la question des dialyseurs cellulosiques, alors j'ai pas du tout la compétence pour répondre parce que moi je les ai pas connus et je me suis pas encore penchée sur cette question. Mais effectivement, pourquoi pas? En fait, tout doit être exploré à partir du moment où on prend en compte l'idée qu'il faut être dans une vision globale. Et donc en fait, si c'est pour produire des équipements qui vont par ailleurs générer de la pollution autrement, on n'est pas sûr de gagner au bout du compte. Et donc, il y a vraiment cette nécessité d'être dans la pensée complexe, dans la transversalité et dans la pensée globale et de ne pas être sous une forme, de ne pas avoir une espèce d'œillère qui ne fait que regarder un seul spectre. Et ça peut parfois jouer des tours et être contre-productif. Eh bien,